Je suis rentré chez moi un mardi soir de fin octobre, alors que les érables le long de l'allée des Glycines arboraient déjà ce rouge flamboyant que l'on ne voit qu'en automne dans la région de Nantes. J'avais passé 31 ans comme infirmière diplômée d'État au CHU de Nantes, 31 ans de garde de 12 heures, à tenir la main d'inconnus dans leurs moments les plus sombres. Et à rentrer chez moi les pieds gonflés avec ce sentiment de satisfaction silencieuse que seuls ceux qui ont fait ce métier peuvent vraiment comprendre. J'ai pris ma retraite à 63 ans, 2 ans plus tôt que prévu, parce que mes genoux ont fini par me supplier d'arrêter. Je suis donc retourné vivre pleinement dans cette maison dont j'étais l'unique propriétaire depuis 2009, cette maison de l'allée des Glycines que j'avais repeinte 2 fois, dont j'avais refait la toiture et que j'avais remplie de 30 ans de meubles choisis avec soin. De livres de cuisine et de ce genre de paix qui met très longtemps à se construire. Je m'appelle Bernadette Leroy. J'ai 66 ans et, ce mardi soir d'octobre, je suis entré dans ma propre cuisine pour découvrir un cadenas à code sur la porte de mon garde-manger. C'était un modèle robuste, noir, du genre de ceux qu'on utilise pour sécuriser les box de stockage. Il avait été passé dans la poignée et le cadre, et il trônait là, au milieu de ma cuisine, comme s'il était à sa place, comme si quelqu'un avait décidé qu'il était parfaitement raisonnable de poser un verrou sur une porte dans une maison qui n'était pas la sienne. J'ai posé mon sac sur le plan de travail. J'ai déposé mes clés dans le vide-poche près de l'entrée, comme je le faisais chaque soir depuis 14 ans. Je suis resté planté devant ce cadenas pendant un long moment sans rien dire. Ma belle-fille, Céline, est apparue à l'angle du salon, une tasse de thé à la main, avec une expression qui me disait qu'elle m'attendait de pied ferme. « Ah, ça !» a-t-elle dit en désignant le garde-manger d'un signe de tête. Nous avions besoin de séparer les courses. Nicolas et moi achetons nos propres produits, et c'est tout simplement plus logique pour rester organisé. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé le cadenas à nouveau. Ensuite, j'ai dit très calmement, « C'est mon garde-manger, Céline. » Elle a bu une gorgée de thé. « C'est un espace partagé », a-t-elle rétorqué. De cette façon, les choses sont plus claires. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je suis monté à l'étage pour retirer mes vêtements de ville. Je faisais encore du bénévolat 3 jours par semaine au centre de santé communautaire du quartier. Je me suis lavé les mains et je suis resté à la fenêtre de ma chambre, fixant le jardin où j'avais planté une haie de thuya l'été où mon mari, Gérard, était décédé. Gérard est mort en 2017. J'avais planté ces thuyas parce que j'avais besoin d'occuper mes mains et de m'occuper de quelque chose de vivant. Il mesurait maintenant près de 4 mètres de haut. J'ai longuement réfléchi à ce cadenas ce soir-là. Mon fils, Nicolas, avait 38 ans. Il avait un visage doux, le rire de son père et cette habitude, qui s'était aggravée avec les années, de disparaître dès que la situation devenait inconfortable. Lui et Céline étaient mariés depuis 6 ans. C'était un couple qui se complétait d'une manière particulière. Nicolas apportait le silence et Céline donnait la direction, et à eux deux, ils avaient construit une vie qui fonctionnait bien tant que tout le monde autour d'eux acceptait leurs conditions. Ils s'étaient installés chez moi 8 mois plus tôt. L'histoire qu'ils racontaient était qu'ils étaient entre 2 logements. Le poste de Nicolas dans la société de gestion immobilière où il travaillait avait été supprimé suite à une restructuration, et Céline avait quitté son emploi dans le marketing pour lancer une activité de consultante qui ne générait pas encore de revenus. Ils avaient besoin de quelques mois, disait-il, juste le temps de se remettre sur pied. J'avais accepté parce que c'était mon fils, parce que la maison avait 3 chambres et que je n'en utilisais qu'une, et parce que je croyais, à l'époque, que quelques mois signifiaient vraiment quelques mois. En octobre, il était devenu évident que ces quelques mois s'étaient transformés en toute autre chose. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que cela ne s'est pas fait d'un coup. Ce n'est jamais le cas. C'est arrivé comme l'eau qui endommage des fondations, progressivement, par petites touches faciles à ignorer une par une. D'abord, ce fut le mobilier du salon réorganisé parce que Céline trouvait l'agencement inefficace. Puis ce furent les plats à gratin de qualité déplacés sur l'étagère du haut, hors de ma portée sans un escabeau, parce que Céline avait besoin du placard du bas pour ses vitamines et ses compléments alimentaires, qui étaient nombreux. Ensuite, ce fut mon habitude de regarder le journal télévisé de 20 heures interrompu par la remarque que la télévision était nécessaire pour les appels professionnels de Nicolas, des appels qui semblaient arriver à 20 heures avec une régularité suspecte. Puis vinrent les petites remarques sur mes choix de courses, sur le pain que j'achetais, sur la marque de café que je consommais depuis 1998. Et enfin, ce fut un cadenas à code sur la porte de mon garde-manger. Je veux être honnête avec vous.
Il y avait une partie de moi, durant ces mois-là, qui doutait d'elle-même. C'est la chose que personne ne vous dit sur le fait d'avoir un certain âge et de vivre seul. On devient vulnérable à l'idée que nos exigences sont peut-être trop élevées, nos attentes déraisonnables, ou que notre sentiment d'être chez soi est exagéré. Céline était experte pour suggérer cela. Pas directement. Une attaque directe aurait été plus facile à nommer. C'était toujours présenté sous l'angle de la praticité, de l'efficacité, ou de la volonté de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Le mot « tout le monde » revenait fréquemment. Il servait à me faire sentir que mes préférences n'étaient qu'une voix parmi d'autres dans une maison dont je détenais pourtant le titre de propriété. Ma fille, Julie, est venue me voir le dernier week-end d'octobre. Julie avait 34 ans, vivait à Rennes, travaillait dans l'informatique et avait hérité de mon habitude de ne rien dire tant qu'elle n'avait pas quelque chose d'important à formuler. Elle est arrivée le samedi matin, m'a serré dans ses bras à la porte, est entrée dans la cuisine, a vu le cadenas sur le garde-manger et s'est tournée vers moi avec une expression que j'ai reconnue immédiatement. C'était la même expression que j'avais dû avoir le soir où je l'avais découvert. « Maman » a-t-elle dit. « Je sais » ai-je répondu. « Depuis combien de temps c'est là ?»« 3 semaines. » Elle s'est assise à la table de la cuisine. Nous avons pris un café. Céline était à l'étage. Nicolas était à un match de football avec un ami, l'une de ces absences de plus en plus fréquentes dont j'avais commencé à comprendre qu'elles n'étaient pas fortuites, mais stratégiques. Nicolas partait dès qu'il sentait une tension, comme certains animaux fuient avant l'orage. Julie a demandé « C'est quoi ton plan ?» Je lui ai dit que j'en avais un. Je lui ai dit qu'il n'était pas encore finalisé, mais qu'il avançait. Elle a hoché la tête lentement, comme elle le faisait enfant quand je lui expliquais quelque chose et qu'elle décidait si elle pouvait me faire confiance. Puis elle a hoché la tête à nouveau, plus fermement, et a dit « Bien. De quoi as-tu besoin de ma part ?» C'était ma fille. C'était là toute la différence. J'avais commencé à élaborer ce plan 3 semaines plus tôt, le soir même où j'avais vu le cadenas. J'étais monté dans ma chambre, je n'avais pas pleuré, je n'avais appelé personne et je n'avais pas envoyé de message de colère. Je m'étais assise sur le bord de mon lit et j'avais réfléchi avec soin, comme je le faisais face à un cas clinique complexe. Qu'est-ce que je sais concrètement? De quoi ai-je besoin de savoir? Et quelles sont mes options d'action? Ce que je savais, la maison était à moi, entièrement payée, achetée avec l'assurance vie de Gérard et mes propres économies. Mon nom était le seul sur l'acte de propriété. J'avais confirmé cela le lendemain matin en sortant le dossier de mes documents importants et en le relisant posément devant mon café. Ce que j'avais besoin de savoir, si Nicolas et Céline avaient pris des engagements financiers impliquant ma propriété sans mon accord. J'avais des raisons de m'interroger. 2 mois plus tôt, j'avais trouvé une demande de prêt sur l'imprimante. Nicolas l'avait oublié là, c'était un dossier de crédit à la consommation qui listait la maison de l'allée des Glycines comme garantie hypothécaire. La demande n'avait pas été finalisée pour autant que je puisse en juger, mais le simple fait qu'elle ait été entamée suffisait. Ce que je devais faire, protéger ce qui m'appartenait, le faire correctement et ne leur donner aucun avertissement. J'ai appelé mon notaire le lendemain matin. Elle s'appelait maître Sandrine Diallo, elle s'était occupée de la succession de Gérard et du rachat de crédit de la maison en 2009. C'était exactement le genre de femme en qui j'avais confiance, précise, calme et allergique aux paroles inutiles. J'ai expliqué la situation. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, passez à l'étude jeudi. Apportez l'acte de propriété et tout ce que vous avez. J'ai aussi appelé ma banque. J'ai parlé à un conseiller nommé Jean-Paul et j'ai expliqué que je voulais m'assurer qu'aucune demande de crédit n'était rattachée à mon bien immobilier sans mon autorisation. Jean-Paul a été très efficace. Il n'y avait aucune demande finalisée. Celle que j'avais trouvée sur l'imprimante n'avait jamais été soumise. J'ai senti une partie de la tension dans mes épaules se relâcher, mais seulement une partie. Au cours des semaines suivantes, j'ai agi discrètement sans faire d'annonce. Maître Diallo a déposé une mention formelle au service de la publicité foncière exigeant ma présence physique et ma signature pour toute hypothèque ou transfert concernant la propriété. Elle m'a expliqué les détails juridiques, mais ce qui comptait pour moi, c'était que la porte était désormais verrouillée de mon côté, avec une serrure qui nécessitait mon consentement. J'ai aussi commencé à tenir un journal de bord. Cela semble plus dramatique que ça ne l'était.
C'était simplement une application de notes sur mon téléphone où je consignais les dates et les incidents avec la même précision clinique que j'utilisais pendant 31 ans pour les notes de soins des patients. Les meubles déplacés, la vaisselle rangée ailleurs, l'occupation du salon pendant le journal de 20 heures, une conversation que j'avais eue avec Nicolas un dimanche de septembre où je lui avais demandé directement quand il comptait déménager. Et où il avait répondu que les choses seraient plus claires après la nouvelle année, sans préciser laquelle. Le cadenas à code, avec la date de son apparition et les mots exacts que Céline avait utilisés quand je l'avais interrogé. Je notais ces choses non par amertume, mais par souci de clarté. J'ai appris, au fil des ans, que la clarté est l'une des choses les plus importantes qu'une personne puisse choisir de préserver. Il est facile de laisser les choses devenir floues, de laisser les incidents se fondre dans des humeurs, les humeurs dans une vague insatisfaction, et l'insatisfaction dans ce sentiment d'impuissance que les choses sont ainsi et le seront toujours. Écrire les fait garder les contours nets. Cela m'empêchait de douter de moi-même. Début novembre, j'ai passé un dernier appel. J'ai contacté un artisan que j'avais déjà employé, un homme fiable nommé Thierry, qui avait refait la toiture en 2015, et je lui ai demandé de passer pour une consultation sur la transformation du sous-sol en studio indépendant. J'ai fait cela parce que je commençais à comprendre que la conversation que je devais avoir avec Nicolas et Céline se passerait mieux si j'avais déjà décidé de la suite. Avoir un plan pour l'après rendait plus facile le fait de fermer la porte sur l'arrangement actuel, sans l'anxiété d'un futur incertain. Thierry est venu un mercredi matin alors que Céline était à un rendez-vous professionnel et que Nicolas travaillait. Nous avons fait le tour du sous-sol. C'était un bel espace, avec une belle hauteur sous plafond, une entrée indépendante par le jardin latéral et les arrivées d'eau déjà prêtes pour une salle de bain. Thierry a dit qu'il pourrait en faire un véritable T1 en 3 mois si je le souhaitais. J'ai dit que j'allais y réfléchir, mais en restant là, dans ce sous-sol avec lui, à regarder le potentiel de cet espace, j'ai senti quelque chose basculer en moi. C'était un sentiment paisible, comme une porte qui s'ouvre ou un verrou que l'on retire. Je veux vous raconter ce mercredi soir où tout a éclaté au grand jour, parce que cela ne s'est pas passé comme dans les films, avec des cris, des révélations dramatiques et des portes qui claquent. Cela s'est passé pendant le dîner, c'était très calme, et je pense que c'est ce qui a rendu la chose efficace. J'avais préparé un poulet rôti. Je l'avais fait délibérément. Nicolas adorait le poulet rôti. C'était son plat préféré pour chaque anniversaire depuis qu'il avait 7 ans, et je voulais que la soirée semble normale jusqu'à ce qu'il soit tant qu'elle ne le soit plus. Je voulais aussi marquer un point. J'avais cuisiné ce plat dans cette cuisine pendant des décennies et je n'avais besoin de la permission de personne pour utiliser mon propre garde-manger afin d'y prendre mon romarin. Le cadenas à code avait disparu de la porte le jeudi matin précédent. J'avais cherché le modèle sur Internet et découvert que la plupart des cadenas de cette marque possédaient une procédure de déblocage standard utilisant une goupille de réinitialisation et le code d'usine du fabricant. Cela m'a pris 8 minutes. J'ai posé le cadenas au milieu du plan de travail de la cuisine et j'ai laissé une note à côté, pliée en deux. La note disait « Ceci est ma maison. J'en suis la propriétaire. Chaque pièce m'appartient, y compris le garde-manger. Je vous demande, respectueusement et pour la seule et unique fois, de vous en souvenir. Je vous demande également de fixer une date pour votre départ. J'ai besoin de cette date par écrit d'ici la fin de la semaine. J'ai un notaire, j'ai tenu un registre précis des événements, et je suis parfaitement préparé pour toute discussion ultérieure. C'est tout ce qui était écrit. Je l'avais rédigé de ma plus belle écriture sur mon papier à lettres de qualité. Céline m'avait envoyé un message l'après-midi même. Le texte disait « Bernadette, je pense que nous devons parler. » J'avais répondu « Oui, dîner à 20 heures. Je prépare un poulet rôti. » Nous nous sommes donc assis pour dîner. Nicolas a découpé le poulet. Nous avons parlé de la météo un instant. En France, la météo est toujours un sujet disponible. Puis j'ai posé ma fourchette et j'ai dit « J'aimerais que nous parlions de la note. » Céline a regardé Nicolas. Nicolas a regardé son assiette, puis moi, puis à nouveau son assiette. Il a dit « Maman, je sais que les choses ont été un peu. Nous avions l'intention de te parler du calendrier. Je voudrais une date, ai-je dit, précise et écrite. » Céline a commencé, « Je trouve que c'est un peu. » Céline, ai-je coupé, et je l'ai dit avec exactement le ton que j'utilisais quand un membre de la famille d'un patient s'apprêtait à dire quelque chose qui allait aggraver la situation. Calme, direct, définitif.
Je ne te demande pas ton avis sur la légitimité de ma requête. Je vous dis ce dont j'ai besoin. Le silence qui a suivi avait un poids réel. Nicolas a regardé sa mère pour la première fois de la soirée, il m'a regardé vraiment, comme lorsqu'il était petit garçon et qu'il avait fait une bêtise, hésitant à avouer. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air d'un homme coincé dans une situation depuis trop longtemps sans savoir comment s'en sortir. Il a dit, le 1er février. Céline a émis un petit bruit de protestation. Le 1er février, a-t-il répété plus fermement, d'abord vers son assiette puis vers moi. Nous serons partis d'ici le 1er février. J'ai répondu, merci. J'aurai besoin de cela par écrit avant que vous n'alliez vous coucher ce soir. Un email fera l'affaire. Céline a murmuré, je ne peux pas y croire, puis s'est tue. Elle a posé sa fourchette très délicatement. Elle m'a regardé avec cette expression que j'avais déjà vue chez des gens qui réalisent soudain que la personne qu'ils pensaient manipuler n'est pas celle qu'ils croyaient et que le terrain s'est dérobé sous leurs pieds. J'ai repris ma fourchette et j'ai mangé un morceau de poulet. Il était excellent. Le romarin venait de mon propre jardin. Nicolas a envoyé l'email à 22h47 ce soir-là. Une seule phrase, Céline et moi quitterons la maison de l'allée des Glycines d'ici le 1er février. Je l'ai transféré à Maître Diallo le soir même. Ce que je veux vous dire sur les semaines qui ont séparé ce dîner du 1er février, c'est qu'elles n'ont pas été confortables, mais qu'elles m'appartenaient. Céline est devenue très silencieuse, ce qui était une forme de message en soi. Nicolas est devenu, de manière inattendue, plus présent. Il descendait certains soirs et nous regardions les informations ensemble, comme lorsqu'il était au lycée. Nous ne parlions pas beaucoup, mais ce silence était différent du précédent. C'était le silence de deux personnes qui ont dit ce qui devait être dit, plutôt que le silence de deux personnes qui évitent l'essentiel. Julie est venue de Rennes un week-end de janvier. Elle m'a aidé à faire des recherches sur ce qu'il en coûterait de louer le rez-de-chaussée par rapport à la conversion du sous-sol. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la porte du garde-manger grande ouverte derrière nous, sans aucun cadenas en vue, avec nos ordinateurs portables et nos cafés, et nous avons créé un tableur. C'est ce que les femmes de cette famille font quand elles sont heureuses. Elles font des tableurs. Le 31 janvier, Nicolas et Céline ont chargé les derniers cartons dans le camion de location. C'était une journée grise, ce gris plat et monotone que l'on connaît bien dans l'ouest de la France en janvier, le ciel ayant la couleur du vieux détain. Je me tenais sur le perron et je les regardais. Céline portait des cartons sans me jeter un regard. Nicolas a monté les marches 2 fois, une fois pour me rendre le double des clés, qu'il a déposé dans le vide-poche, et une autre fois, quelques minutes plus tard, sans but apparent. Il s'est arrêté sur la 2e marche et m'a regardé. Il a dit, « Je suis désolé, maman. » Je l'ai cru. Je crois qu'il y a une version de mon fils qui savait, au fond de lui, que ce qui se passait dans cette maison était mal, et que cette version de lui qui s'est tue si longtemps est celle avec laquelle il va devoir faire la paix. C'est son travail à lui, pas le mien. J'ai dit, viens dîner dans quelques semaines. Appel avant. Il a hoché la tête. Il est monté côté passager dans le camion, et ils sont partis. J'ai regardé le camion atteindre le bout de l'allée des Glycines, tourner à gauche et disparaître. Je suis rentré. J'ai mis la bouilloire en marche. Je suis resté dans ma cuisine et j'ai regardé la porte de mon garde-manger, qui n'était plus qu'une porte de garde-manger, ouverte, avec mon romarin, mon huile d'olive, mes bonnes pâtes et ma boîte de biscuits bretons que je rationnais depuis Noël. J'ai pris un biscuit. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé les tuyas que Gérard ne verrait jamais, hauts de 4 mètres maintenant, vers même en janvier. J'étais chez moi. J'avais toujours été chez moi, mais cet après-midi-là, je l'ai ressenti différemment, de la même façon qu'on ressent la chaleur différemment après avoir passé du temps dans le froid. Thierry a commencé les travaux du studio au sous-sol en mars. En mai, c'était terminé, propre, lumineux, avec une petite cuisine fonctionnelle et une vraie salle de bain avec une douche à l'italienne sur laquelle j'avais craqué, parce que c'était ma maison et que je le pouvais. Je l'ai loué à une femme nommée Florence, 42 ans, une bibliothécaire qui avait besoin de calme et de lumière naturelle et qui ne m'a jamais posé la moindre question sur le garde-manger. Les revenus du loyer couvrent plus de la moitié de ma taxe foncière. Julie m'a aidé à rédiger le bail. Nous avons fait un autre tableur. Je suis toujours bénévole au centre de santé les mardis et jeudis. Je regarde toujours le journal de 20 heures dans mon salon avec les meubles disposés exactement comme je les aime.
J'achète toujours la même marque de café depuis 1998. Certains matins, je m'assois sur la terrasse arrière avec mon thé, je regarde les tuyas et je pense à ce qu'il en coûte de laisser les choses déraper, pas d'un coup, mais graduellement, par une petite concession après l'autre. Et à ce qu'il faut de force pour s'arrêter de glisser et retrouver son équilibre. Cela ne demande pas de cris. Cela ne demande pas de cruauté, de mélodrame ou de vengeance gratuite. Cela demande de la clarté. Cela demande des preuves. Cela demande de savoir ce qui vous appartient et d'être prêt à le dire, clairement et une bonne fois pour toutes, avec votre plus belle écriture sur du beau papier. Cela demande de comprendre que la gentillesse et la fermeté ne sont pas opposées. On peut aimer son fils et refuser d'être dépossédé de son propre foyer. On peut préparer un poulet rôti et avoir un notaire. On peut tenir la porte ouverte tout en maintenant une limite infranchissable. Je veux dire quelque chose à tous ceux qui regardent ceci et qui reconnaissent une partie de leur vie dans cette histoire. Que vous soyez celui qui possède la maison ou celui qui a commencé à déplacer discrètement les meubles, voici ce que je sais être vrai, votre foyer n'est pas seulement un bâtiment. C'est l'expression physique de la vie que vous avez construite, des choix que vous avez faits, des années que vous avez données. Quand quelqu'un traite votre maison comme s'il pouvait la réorganiser et la contrôler, il ne fait pas seulement preuve d'indélicatesse concernant la vaisselle ou les portes de placard. Il communique sa perception de vous. Et vous avez le droit, vous avez le devoir, si vous voulez rester intègre, de communiquer en retour. Vous n'avez pas à vous justifier sans cesse. Vous n'avez pas à demander la permission pour accéder à votre propre romarin. Vous n'avez pas à justifier votre marque de café auprès de quiconque vit sous votre toit grâce à votre générosité. Et au moment où vous réalisez que la générosité a cessé d'être de la générosité pour devenir un du consommé plutôt que reçu, c'est le moment de parler. Pas avec colère, mais avec clarté. Parce que voici ce que j'ai appris en 31 ans d'infirmière et ce que j'ai réappris devant un cadenas à code dans ma propre cuisine, les gens autour de vous vous traiteront selon les standards que vous démontrez accepter, et non selon les standards que vous prétendez avoir.